Bon, on m'a demandé si j'étais partante pour faire la synthèse de la journée. Alors, je ne l'ai jamais fait, c'est une première. Et je me suis dit, bah, allons-y. Comme dit l'écrivain Éric Chevillard, toute nouvelle expérience ouvre vaillamment la voie vers de nouvelles déconvenues. Donc, allons-y. Donc c'est un exercice compliqué. Il y a eu beaucoup de choses aujourd'hui qui se sont dites, qui se sont montrées, beaucoup de choses qui m'ont titillé, interrogé, confronté, conforté, nourri. Et j'en ai juste extirpé quelques trucs que j'avais envie d'en reparler, quoi. Mais tout d'abord, euh, il m'arrive souvent de faire des stages de thérapie en gestalt et en fin de stage, on est toujours invité à fermer les yeux et on revisite le stage. Donc je ne vais pas vous inviter à fermer les yeux parce que c'est risqué, même si on n'est plus tout à fait dans la période postprandiale, on va quand même éviter. Et simplement, je vous invite à... Enfin, je vais reparcourir la journée avec vous, mais vite fait, hein, comme disent les moins de 20 ans et redire quelques petites choses qui m'ont particulièrement marqué. Nous avons commencé l'accueil par Émilie Richard, qui est directrice de la bibliothèque du Calvados. Et c'est l'occasion de remercier la BDC et Camp la Mer pour l'organisation de la journée. Nous avons été accueillis aussi par monsieur et mesdames Dolem, Jacques et Vallée. Et je les remercie d'être restés toute la journée. Et ce n'est vraiment pas si fréquent d'avoir des responsables institutionnels et des élus qui restent toute la journée pour se nourrir de réflexions et d'échanges. J'ai été impressionnée par leurs paroles fortes et j'ai été impressionnée par la densité des actions qu'ils ont évoquées et par la qualité des réflexions qui se mènent ici sur le territoire. Puis Maureen et Léo nous ont montré qu'il était une fois peut se décliner à l'infini. Puis Sophie Marinopoulos nous a fait une intervention extrêmement riche que je ne vais pas du tout me risquer de résumer. Simplement, je me suis dit que ça me donnait envie de la réécouter et merci d'avoir fait une captation vidéo de cette intervention. Et ça m'a certainement donné envie d'aller explorer ses recherches, ses écrits et les ouvrages que tu as mentionnés pendant tout le temps de ton intervention. Nous avons eu la chance d'entendre deux lectures de deux albums par Anaïs et Hélène. Nous avons écouté la table ronde qui a montré la grande diversité des lieux où l'on peut rencontrer les petits et les parents en se posant toujours la question du comment faire pour pouvoir ajuster du mieux possible notre façon de faire et les propositions que nous faisons. Nous avons parlé du aller vers, nous avons parlé de la construction des partenariats et des projets. Ça m'a conforté sur le fait que le livre peut trouver sa place dans plein de lieux. Ça m'a aussi conforté sur l'intérêt, le grand intérêt des lectures dans les salles d'attente de PMI. C'est mon grand dada, les lectures dans les salles d'attente de PMI. Et c'est très loin d'être partout. Au contraire. Chloé Séguré nous a fait voyager dans le rapport et la façon si particulière et merveilleuse des petits avec les livres. Elle nous a parlé, et ça m'a réévoqué, toutes ces compétences des petits, et je me suis dit, ah ouais, vraiment, les petits, ce sont nos maîtres. Et nous nous disons ça souvent, Ali, avec moi, les petits, ce sont nos maîtres. Et c'est grâce à eux qu'on a osé aller lire, aussi partager des histoires, par exemple, avec des adolescents avec des troubles autistiques. Et c'est grâce à l'enseignement des petits qu'on a appris à ne pas attendre que les enfants, comme les plus grands, manifestent des choses dans ce qui se fait par rapport à la lecture. On a parlé de la permanence du texte. Non, c'est juste parce que j'avais une réflexion qui m'est venue quand on a parlé de la permanence du texte avec toi, Chloé, tout à l'heure. C'est une maman en formation une fois, je parlais de ça, tout l'intérêt de respecter et pourquoi c'était intéressant de respecter la permanence du texte écrit. Et il y a une maman qui s'est exclamée: oh non, mais moi hier soir, j'étais trop fatiguée, j'ai passé des pages, j'ai passé des lignes, etc. Je lui ai dit: bon, bah, la police de la lecture à voix haute va venir vous saisir, c'est foutu, quoi. Non, bien sûr que non, quoi. Mais par contre, quand tu parlais, Chloé, tout à l'heure, je repensais, il arrive, rarement, mais ça arrive, de rencontrer des parents qui refusent de lire le texte écrit et qui ne racontent qu'avec leurs mots. J'en ai rencontré quelques-uns. Et j'ai rencontré parfois des mamans qui disent: moi, je lis avec mes mots parce que je sais que c'est que mes mots que mon enfant va avoir. Et là, ça me titille, ça me questionne sur une côté de toute puissance quand même, peut-être. Ça arrive, ça arrive.
Donc nous espérons, voilà, c'était la revue vite fait de la journée. Nous espérons que cela va vous donner matière à réflexion et va vous donner des idées d'initiative à tisser, chacun avec son contexte, chacun avec ses ressources. Et assurément, moi, ces journées comme ça m'aide à me sentir moins seule. Et dans un écrit de Sophie Marinopoulos, j'ai lu une phrase qui m'a beaucoup plu, c'est... Attendez. C'est on se sent moins seul quand on sait qu'on n'est pas tout seul à se sentir seul. C'est ça? C'est beau, hein? Ouais. Donc, en tout cas, c'est toujours réconfortant comme ça, ces rencontres. Et ça m'a fait penser au nom de la maison d'édition de Sophie, que je trouve décidément délicieuse, les liens qui libèrent. Nous tissons des liens. Tout cela va bien nous libérer. Merci. Alors, par rapport à Sophie, j'avais juste envie de réévoquer quelques petites choses par-ci, par-là. Elle a dit, et ça m'a réjoui, plus on grandit, plus on devient sourd. Et quand elle a dit ça, moi je me suis dit aussi, plus on devient aveugle, en fait. Parce que j'ai pensé combien les petits, mais sont compétents, sont forts pour dénicher les tout petits détails qu'il peut y avoir dans les images. Vous avez ça? Moi, il y a des livres, je les ai lus 100 fois et j'ai jamais vu la grenouille. Il faut que ce soit un petit qui me le montre à la 100e lecture. C'est terrible. Et juste après que je me faisais cette réflexion, elle a parlé de la clinique du détail. Je me dis, waouh, il n'y a pas de hasard. Et tu as parlé de remettre de l'image et des représentations mentales. Et je me dis que ça, le lien avec les images, lien avec les détails dans les images, les petits, etc. Magnifique, tout ça se lie. Voilà. Elle a dit aussi, elle a rappelé très justement qu'on n'apprend pas à parler, mais on élabore son langage, quoi. Et que les petits construisent leur base langagère dans les interactions. Et qu'on sait très bien que le petit, il élabore son langage parce qu'on lui parle et parce qu'on parle autour de lui. Et ça m'évoque vraiment des préoccupations très fortes qu'on a actuellement, parce que nous sommes très, 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 très sollicités par des structures très inquiètes, et notamment des écoles très inquiètes de la pauvreté de l'élaboration du langage chez les enfants dont ils s'occupent, et même en moyenne section ou en grande section de maternelle. Et en tout cas, chez nous, c'est quelque chose qui a tendance à s'aggraver fortement. Et on a des secteurs de notre territoire où, dans les bilans de 4 ans, on a des orientations en orthophonie chez 30% ou 40% des enfants, il faut le savoir. Or, il n'y a pas des difficultés cognitives ou de handicap ou de blocage particulier chez 30 ou 40% des enfants. Il s'agit bien de nourrissage de langage qui manque. Et donc, quand tu disais qu'il y a des choses qui ne vont pas, je suis tout à fait d'accord. Quand tu disais qu'il y a encore des inégalités culturelles très fortes, je suis aussi terriblement d'accord. Cette histoire d'élaboration du langage, ça m'a fait penser au babil, vous savez, au babil des tout petits, quand ils commencent à expérimenter les syllabes. Et puisque tu parlais d'expressions qui sont très chouettes à sortir dans les dîners, vous savez, que ça vous donne beaucoup de prestige dans les dîners de sortir des expressions, j'ai pensé à cette expression de Ebelio Cabrero Parra, psycholinguiste, qui parle de la fête narcissique des premières syllabes. Vous sortez ça au fromage, et là, votre soirée est assurée. C'est quand le bébé découvre qu'il peut faire des syllabes. Mais c'est magnifique. Voilà. Donc la fête narcissique des premières syllabes, très 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 chouette notion. Après aussi, j'ai beaucoup apprécié quand elle a parlé de la solitude. Et ça m'a vraiment beaucoup touché que ce soit très très fort qui soit lu ce matin du coup. Parce que dans très très fort, il y a ça qui est dit. Il y a ça qui est dit, que les chansons, que les relations, que les rencontres, que les récits vont venir nourrir le monde intérieur de l'enfant et qu'il ne sera pas seul. Quand le petit se retrouve tout seul dans son lit le soir, il se remémore et ça va l'accompagner dans sa solitude. Et je pensais là aussi à des grands ou des adolescents, des adolescents que nous rencontrons beaucoup et qui n'arrivent pas à être seuls face à un texte, qui ont des blocages par rapport à la lecture terribles, parce qu'il y a cette panique intérieure tellement forte quand on se retrouve dans la solitude du lecteur face à un texte. Et je me dis que là aussi, il y a des terribles inégalités. Et aussi des inégalités entre les enfants ou les adolescents qui ont été nourris de ces récits et nourris de métaphores, et des enfants qui n'en ont pas été nourris, qui en ont manqué. Et vous savez combien les métaphores, cette façon de dire sans dire, de proposer des pas de côté, c'est extrêmement fort et extrêmement enrichissant.
Et moi, je trouve que les métaphores, c'est quand même assez essentiel dans la vie, parce que ça nourrit notre forêt intérieure, et ça n'empêche pas les tempêtes de se lever, mais ça offre des branches auxquelles se raccrocher. Après, en discutant avant la journée avec Chloé au téléphone, à un moment donné, on disait un truc et puis on disait aussitôt son contraire, hein, Chloé. Et on se disait, mais on n'arrête pas de faire ça, de dire un truc, et puis après on nuance, et puis après on dit le contraire, etc. Et donc Chloé m'a dit, bah oui, c'est la nuance. Et donc du coup, j'ai pensé à ce poème de Verlaine, Art poétique, vous savez, où il dit, nous voulons la nuance encore, la nuance, rien que la nuance. Et donc, j'avais envie de conclure sur cette notion de nuance. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose autour de l'expression « et en même temps ». Vous savez, bon, et en même temps. Attention, c'est un terme qui n'est pas l'exclusivité d'une personne, ni de qui que ce soit. Et heureusement, on n'a pas encore breveté le langage, donc on a encore le droit d'utiliser cette expression. Et je trouve que c'est un concept, une expression très, très pratique pour dire la nuance, le « en même temps ». D'accord. Et j'y repensais parce que récemment, je repensais aux dictatures. Et je repensais à ces Roumains, après la fin de la dictature en Roumanie, qui disaient combien il y avait plein de choses très négatives pendant la dictature, mais la chose très dure, c'est d'avoir été conditionné à ne pas penser la nuance, d'avoir été conditionné à ne pas être capable de penser le contraire de quelque chose. Tu dis quelque chose et puis tu envisages le contraire, ou tu envisages que la personne que tu as en face de toi pense peut-être le contraire ou pense autre chose. Et je me dis, mais ça, quand on ne peut plus nuancer, quand on ne peut plus envisager le contraire, c'est le début de la dictature. Et donc, le en même temps. En même temps, le en même temps, ça ne veut pas du tout dire qu'on accepte n'importe quoi, que c'est le consensus moumou, que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, tout ça. Non, non, le en même temps, ça ne vaut pas pour tout. Par exemple, je me dis, par exemple, il faudrait buter Poutine, et en même temps, il faudrait buter Poutine. Ouais. Ce serait vraiment là, pour le coup, le en même temps, il ne vaut pas, quoi. Voilà. Et il y a par exemple des choses sur lesquelles on ne tergiverse pas. La philosophie, les principes, l'éthique, on ne tergiverse pas là-dessus. Et je pense que quand on élabore quelque chose, une démarche autour de la lecture dans une structure ou dans un territoire, il y a vraiment un temps à prendre pour s'entendre sur les principes et sur la philosophie de base, notre cadre de référence. Ça me paraît vraiment essentiel. Être d'accord de ce sur quoi on parle et de sur quoi on se retrouve. Ça, c'est pas le en même temps, ça, c'est le incontournable. En revanche, le en même temps m'est venu de nombreuses fois dans la journée. J'en ai noté que j'espère que j'arriverai à relire. Il y a eu 2 albums lus, et je me suis dit, oui, on a lu un ancien, un classique, et en même temps un récent. Et dans cette époque qui cultive le culte de la nouveauté, je trouvais essentiel de se reposer tout le temps la question des classiques. Ces classiques, pourquoi ils sont devenus des classiques? C'est parce qu'ils parlent tellement, ils nourrissent tellement les enfants. Et donc, ayons à cœur de proposer des classiques et de proposer des nouveautés récentes. Parce que la production est telle actuellement qu'on pourrait tout à fait se contenter de ne proposer que des nouveautés. Donc cette question des classiques, elle me turlupine vraiment beaucoup. Et je trouve que c'est une question de la plus haute importance. Toujours découvrir, redécouvrir les classiques. Et en fait, nous, on dit que c'est des classiques parce qu'on est des adultes, mais il y a tout le temps des nouveaux petits, vous avez remarqué. Et donc, qu'il puisse aussi y avoir accès à ces classiques. À bientôt. Après, il y avait dans les photos des moments où il y avait plein d'albums qui étaient posés, disposés, etc. Et je me suis dit, ah ouais, une diversité de choix proposés aux enfants, et en même temps, pas trop d'albums. C'est un équilibre aussi très dur à trouver. Parce que nous sommes dans une époque où il y a le culte de l'abondance. Et donc cette question essentielle de combien d'albums j'emporte, combien d'albums je vais proposer, et pas trop pour pas noyer, et en même temps une diversité suffisante. J'ai retenu aussi, on peut être intéressé par les livres sur les tracteurs et en même temps par les livres sur les princesses. J'ai entendu parler de la qualité des albums
Et en même temps, je me suis dit, ben, il y a quand même le droit, cher à Pénac, entre autres, d'avoir le goût et l'envie de lire ce qu'on veut. Et donc, on a très justement parlé des livres apportés notamment par les parents ou par les enfants de leur maison. Et même si on considère qu'ils ne sont pas forcément, selon nos critères, très intéressants, c'est à respecter. Et ça m'a évoqué cette maman rencontrée en PMI par une de nos collègues, Raphaël. Cette maman, elle a dit, ouais, non, mais ils sont beaux vos livres, hein, d'accord, mais moi, ils me font peur. D'accord. Et donc, depuis ce moment-là, on s'est dit qu'on allait avoir aussi dans nos caisses des livres comme Petit ours brun, qui sont quand même de qualité aussi, hein, pour certains, il ne s'agit pas d'élitisme, c'est vraiment le contraire de l'élitisme, c'est le droit à l'accès culturel au plus beau, mais en permettant aux gens de ne pas s'en sentir exclus, parce qu'ils n'auraient pas... Enfin, voilà, c'est tout cet équilibre-là aussi à trouver. J'ai noté aussi, on partage des lectures avec le tout petit, mais comme le tout petit n'est jamais seul, en même temps, c'est partager la lecture avec l'adulte et avec le parent. J'ai écrit, une lecture partagée n'est pas un spectacle, ni une démonstration, et en même temps, plus on travaille sa voix, la qualité de la lecture et la qualité de l'interprétation, et surtout la justesse de l'interprétation, plus ça va procurer une rencontre de lecture de qualité. J'ai lu le respect du texte écrit et en même temps, chaque interprétation va proposer une version unique de l'ouvrage, si tant est qu'elle soit juste. J'ai noté... Ah oui, j'ai noté, il est nécessaire de ne pas imposer, mais en même temps, il est nécessaire de proposer. C'est-à-dire que c'est pas en se posant dans un coin en attendant que ça se passe que ça va se passer, quoi. Et donc ça, c'est tout l'art de la transmission. J'ai noté, on va bien sûr proposer des graduations de complexité des albums selon les âges et en même temps, ne pas mettre d'âge limité dans les albums. Et là, j'ai pensé immanquablement à notre collègue Raphaël qui lisait en collège avec des enfants de 6e et ils sont venus l'aider pour sortir une fois à sortir sa caisse de sa voiture pour l'emmener dans la classe. Ils se sont trompés, ils ont pris sa caisse de la PMI. Et au moment où elle leur a dit, on s'est trompé, on va aller chercher l'autre caisse. Non, non, madame, on va garder celle-là. Et pendant 1 heure, ils se sont, en 6e, ils sont lus les albums de petits destinés à la PMI. J'ai écrit, on partage des histoires avec un fil narratif qui est tellement contenant et sécurisant, et en même temps, on laisse bouger, on laisse relire, on laisse feuilleter les petits. Ça, c'est un équilibre aussi à trouver. Hein. J'ai écrit. La lecture à voix haute, c'est une pratique centrale dans les métiers de bibliothécaire, dans les métiers de lecteur, et en même temps, cette pratique-là peut être intégrée dans toute pratique professionnelle. Très important. La puéricultrice peut intégrer la lecture, le médecin, la psychologue, etc., etc. J'ai écrit les lectures, ça a un rapport avec la temporalité et en même temps, ça a un rapport aussi avec l'espace. Et j'ai pensé à des textes très très beaux écrits par l'anthropologue Michel Petit, qui a écrit L'éloge de la lecture. Elle a des textes magnifiques sur cette notion d'espace dans la lecture. J'ai écrit, on n'interroge pas l'enfant à l'orée du bois pour savoir ce qu'il a ressenti et ce qu'il a compris, et en même temps, on laisse exprimer l'enfant, bien sûr, et on accueille ses questions, ses réactions, etc. On est disponible à ça. J'ai écrit, on laisse manipuler les albums, et en même temps, on a à cœur de montrer le respect par rapport au livre, on ne laisse pas faire n'importe quoi. Ça a été dit plusieurs fois, les enfants vont construire leur rapport au livre aussi en imitation. Et donc j'ai pensé à notre collègue Blandine, qui dans une école s'est rendu compte, comme les enfants faisaient ça quand ils imitaient sa façon de lire, elle s'est rendue compte qu'elle avait tendance à remettre ses cheveux juste avant de lire.
Et puis aussi dans notre école, notre collègue Yann, il s'est rendu compte, parce que les gens, les petits l'accueillaient en disant voilà, voilà, il s'est rendu compte que c'était un tic qu'il avait, il disait voilà à la fin des lectures. L'imitation est très très forte. J'ai écrit laisser bouger les enfants et respecter leur motricité, c'est essentiel. Et en même temps, il faut aussi proposer des espaces contenants. Je pense à ça parce qu'il y a une tendance récente, mais qui commence à être forte par chez nous, je ne sais pas par chez vous, de multi-accueil où on a complètement décloisonné les choses. Donc il n'y a pas d'espace dédié. On en a rencontré plusieurs comme ça. Et donc les petits, à longueur de journée, peuvent circuler entre les jeux, les livres, les activités diverses et variées. Et où moi, ça me pose des questions sur le manque justement d'endroits où ils vont pouvoir se poser dans quelque chose de contenant, vous voyez. Alors là, c'est toute une discussion à avoir parce que je trouve ça très bien de prendre en compte la motricité des petits. Mais je me demande si là, il n'y a pas un petit peu d'excès inverse. En tout cas, pour les lectures, c'est compliqué, c'est rock'n'roll là, dans les crèches où on va, où c'est comme ça actuellement. Et les professionnels s'en plaignent parce qu'ils n'arrivent pas plus à se poser. Et ils n'arrivent plus non plus à être vraiment disponibles avec les enfants. Donc on arrive à des paradoxes qui sont un peu l'inverse de ce qu'on recherchait. J'ai écrit, on propose des livres qui nous plaisent et en même temps, on s'ouvre et on doit toujours s'interroger sur ses choix. Alors là, je pense à un bibliothécaire dans une ville du Pas-de-Calais qui nous avait dit dans une formation, ah, moi je lis jamais des histoires avec des papas parce que mon histoire est douloureuse avec mon père et donc je lis pas des histoires avec papa. Et on était arrivé à s'interroger sur a-t-on le droit de priver les enfants d'histoires de papa? Donc ça veut dire, bon, il y en a peut-être une suffisamment diversité pour que peut-être il y en ait dans lesquelles ils soient à l'aise. Tout ça pour dire que parfois aussi on rencontre. Ben moi, je lis pas des histoires de souris, j'aime pas les souris. Ben moi, je lis pas des histoires qui font peur parce que j'aime pas les histoires qui font peur. Et on arrive à des restrictions comme ça qui sont parfois un petit peu excessives, je trouve. Et donc, lire que des livres qui nous plaisent, nous adultes, ça me semble un petit peu limité. J'ai écrit, on lit des livres qui sont des valeurs sûres et en même temps, on prend aussi des risques. On peut aussi proposer des livres plus longs, des livres plus littéraires, même à des tout petits. J'ai écrit, les livres sont un support extraordinaire de relations et en même temps, ce n'est pas qu'un support. Les livres ne sont pas que des prétextes. J'ai écrit, lire des histoires dans des lieux où il y a des histoires de papa et de maman dans des lieux où il y a des vécus familiaux difficiles, c'est important. Et en même temps, si on est nous-mêmes lecteurs pas à l'aise avec ça, euh, comment dire, il faut aussi être au clair avec soi-même sur les émotions suscitées par tel ou tel livre. Je pense, par exemple, tu évoquais, je ne sais plus qui évoquait tout à l'heure, le fait de lire Bébé chouette en pouponnière, c'était toi. Moi, par exemple, en pouponnière, j'arrive pas à lire Bébé chouette. Je lis d'autres histoires de maman, d'autres histoires de papa, mais celle-là, je n'y arrive pas. De même, à la porte d'attente du parloir de la prison, je n'arrive pas à lire Délivrez-moi. J'y arrive pas, ça m'émeut trop, quoi. Mais par contre, je lis d'autres choses, quoi. Et ça me semble important de s'interroger là-dessus parce que c'est cette question de ne pas envahir l'enfant avec nos émotions aussi. Faire vivre la lecture, mais ne pas les envahir, ne pas plaquer nos émotions. Et là, ça m'a immanquablement fait penser au témoignage d'une infirmière que j'ai rencontrée lors d'une formation. Nous parlions de ça, parce elle travaillait dans une MEX, vous savez, une maison d'enfants à caractère social, où des enfants sont placés par l'aide sociale à l'enfance suite à des soucis d'ordre familial. Et elle me disait, ben oui, effectivement, les enfants, on peut, on les nourrir aussi d'histoires de maman et de papa, ils savent faire la part des choses. Et elle me parlait d'une petite fille qu'elle avait, qu'elle soignait, parce qu'elle était infirmière, donc elle l'a soignée pour des questions de pouls, donc elle l'a brossée, d'accord, donc elle était derrière elle. Et cette petite s'est mise à chanter une chanson douce que me chantait ma maman, d'accord. Et l'infirmière m'a dit, je me suis mise à pleurer, parce que je connaissais l'histoire de cette petite fille qui a été
poignardée par sa maman quand elle est toute petite, et je l'entendais chanter ça de façon très guillerette, etc. Et heureusement, j'étais derrière, parce que moi, je me suis dit, jamais j'aurais osé chanter ça à cette petite. Ouais. Ça, vraiment, c'est un témoignage qui m'a beaucoup marqué, parce que je me suis dit, bah oui, cette petite, elle avait pris à son compte cette chanson-là. Mais si on tenait compte de son histoire et de l'émotion que nous, on allait projeter, est-ce qu'on aurait osé lui proposer cette chanson? J'ai écrit dans cette démarche, il faut de la rigueur et en même temps de la légèreté pour accueillir les refus, de la légèreté pour accueillir les réticences, de la légèreté pour accueillir ce qui se passe. Par exemple, le nombre de fois où on se retrouve tout seul sur le tapis alors qu'on a commencé la lecture, hein, et que tout le monde rigole. Bon ben ok, il faut de la légèreté. J'ai écrit il faut lire sans attente et en même temps être complètement tranquille et confiant dans les bienfaits de la lecture. Et en même temps, il faut avoir conscience de ce que la lecture vient toucher des choses parfois sensibles et douloureuses chez les adultes. J'ai écrit que la lecture partagée, ça peut être la cerise sur le gâteau et en même temps, peut-être parfois le cheveu sur la soupe. J'ai écrit l'importance d'être volontariste dans les propositions de lecture partagée et en même temps de ne pas sombrer dans l'injonction. Toute cette tendance à l'éducation et aux compétences, aux surcompétences. Et parce que je pense maintenant, on parle actuellement d'éducation de la petite enfance et moi, ça me fait hérisser le poil. J'ai écrit tout ça est une question de volonté politique et je me réjouis très fortement qu'il y ait des programmes très volontaristes au niveau national maintenant qui se construisent auprès des lectures partagées avec les enfants. Et en même temps, il faut se défier des start-up ou des nouveaux programmes tout faits, tout clés en main qui fleurissent actuellement et qui semblent réinventer l'eau tiède en permanence et des programmes très très normés. Et enfin, j'ai retenu cette histoire les histoires partagées, ça vient nourrir l'extérieur et ça vient nourrir l'intérieur. Ça vient nourrir l'espace psychique. Ça vient construire le corps du dedans. Et on n'a pas le temps, je pense, mais j'avais prévu de vous lire, chanter lire dans la petite maison verte, parce que pour moi, c'est vraiment ça que ça m'évoque. Dans la petite maison verte, à l'intérieur, il y a un cœur qui bat, qui bat, qui bat, pour toi, pour moi, pour toi, pour moi. Cette question du monde intérieur tellement essentielle. Enfin, quand Sophie Marinopoulos a dit « ce n'est pas un petit sujet avec des petites choses faites par des petites dames avec des petits enfants », eh bien moi je vous avoue, j'ai bu du petit lait. Voilà. Et tout simplement pour conclure, je voulais vous souhaiter des belles lectures et en même temps des belles lectures.